La semaine a démarré avec une avalanche de réactions aux propos tenus dimanche 2 février 2025 par Maître Adrien Ngwedji. Le patriarche, à la faveur d'une cérémonie de présentation de vœux, a fait part aux Béninois de sa conviction de l'heure: libérer les prisonniers politiques et que les exilés rentrent chez eux. Et depuis, les réactions s'enchaînent. Déjà dans le rang des citoyens eux-mêmes, on ne comprend pas le timing choisi par l'homme. Je l'ai suivi. C'est un peu tard. Il a contribué aux lois qui font souffrir le peuple béninois aujourd'hui. Ce discours du maître Adrien Ngwedji n'est pas du tout la bienvenue parce que je le connais et je l'ai soutenu pendant des années. Cela m'a beaucoup étonné. Pourquoi? Parce que en 2010, ici, pour l'élection 2011, il a cité beaucoup de choses, machines agricoles, l'affaire PPA2, l'affaire Daïnva, l'affaire CNSAD, et il nous disait que Yahi Boni sera le premier président qui sera envoyé à la justice. Ce qui a montré que si lui il était président en 2011, il fera même plus que le président Patrice Talon. Et donc aujourd'hui, rapidement, il change de veste et il dit que les exilés politiques, et en tant qu'avocat, il sait que le président Patrice Talon n'a pris aucun décret pour envoyer quelqu'un en exil. Et les gens se sont envolés pour aller en exil. Et je veux bien que mon pépé, Maître Adrien Ngwedji, puisse me dire ceux qui sont détenus politiques là. Parce que si je prends l'exemple de Joël Aïva et Rekiat Madougou, nous avons vu la réquisition du procureur contre ces deux personnes-là. Et on a vu que les faits ont été démontrés. Alors, où sont les exilés politiques? Je veux qu'ils reviennent nous dire ceux-là qui sont des exilés politiques. Et là, on pourra se situer. Il y a des exemples politiques au Bénin qui ont affronté la justice parce qu'ils savent qu'ils n'ont rien fait. Il n'y aura pas d'assises nationales parce que nous ne sommes pas sortis d'une crise. Aujourd'hui, il n'y a rien qui nécessite l'assise nationale. Les institutions de la République fonctionnent très bien. La Cour constitutionnelle est en marche, l'Assemblée nationale est en marche. Nous ne sommes pas en guerre. Et je dis, on ne peut pas comparer la situation actuelle à la situation de 1986 où il y avait la paralysie totale de l'économie béninoise. Nous ne sommes pas dans ça. Il n'y a pas cessation de paiement des salaires. Les activités tournent normalement. Il y a des réformes très au profit des opérateurs économiques. C'est important. Le social, le gouvernement est en train de s'y mettre. Donc nous ne pouvons pas exiger une assise nationale. Nous n'en avons pas besoin. Ils peuvent demander libérer des prisonniers politiques, demander aux exilés politiques de rentrer dans leur pays. Ça, je valide. Ne dévançons pas les faits pour dire, oui, quand ils vont rentrer, ils vont troubler l'ordre national. Nous disons non, le peuple béninois est assez mieux maintenant. Même réaction du côté du gouvernement. On peut s'interroger sur le pourquoi maintenant, mais au-delà de cela, le porte-parole du gouvernement pense que ces propos sont la preuve d'une réelle pratique démocratique au Bénin. Vous êtes choqué par la teneur des propos tenus par le président Ngwedji, et je vous l'accorde. Mais je comprendrais aussi que vous ne le jugiez pas exclusivement sur ses propos, parce qu'il a déjà dit de bien meilleures choses que ça. C'est lui qui, parmi les tout premiers, au sein de la classe politique béninoise, avait fait le diagnostic et osé publiquement affirmer la nécessité de faire des réformes d'envergure, notamment au plan de la vie partisane. Donc la réforme du système partisan dans notre pays. C'est encore lui qui avait fait le constat de ce que le Bénin que le président Patrice Talon a hérité était un Bénin, pour reprendre à peu près ses mots, fragmenté, descendu de son piédestal, pour lequel il fallait un État fort afin d'engager les réformes et les actions nécessaires à sa réhabilitation. C'est lui, par ailleurs, qui avait indiqué déjà que la situation dans laquelle se trouvait ce Bénin-là nécessitait des réformes audacieuses, des réformes qu'il fallait avoir le courage d'homme d'État d'engager afin donc de le redresser. Après, il est vrai que, comme l'enseignerait La Rochefoucauld, même les changements les plus souhaités ont leur mélancolie. Mais ça n'est pas parce que seraient apparues des mélancolies sur le chemin que les réformes auraient perdu de leur substance, de leur vertu. Vous avez été choqué à juste titre parce que, au regard de l'ampleur
de la transformation positive que connaît notre pays aujourd'hui. On peut s'interroger sur le timing, sur les objectifs d'une telle réaction. Et j'ai dit, je vous accorde d'être choqué. Dans tous les cas, c'est que cela rassure les uns et les autres que le pays est une belle démocratie qui fonctionne. Et que même quand on est de la mouvance, on peut à un moment ou à un autre dire ce que l'on pense. Après, il faut bien que cela soit bien justifié et tienne dans le contexte. Cette sortie n'est que le reflet de la personnalité de l'homme, réagit le consultant politique Agapit Napoléon Baforican. Il faut lire au-delà des mots, il faut comprendre ce qui est dit. Alors, l'une des choses qui sont dites, c'est que Adrien Ngoueji a besoin de continuer à exister. Il a besoin de continuer à exister. Il a l'impression de ne plus exister. Puisque Maître Adrien Ngoueji n'existe que par le PRD, le Parti du Renouveau démocratique. C'est par cela qu'il a raté de rentrer au BR lors de la constitution des partis en 2018. C'est par cela qu'il a essayé d'exister dans l'UP à travers l'arc-en-ciel et le renouveau. Et il a dit. Donc, première chose, l'UPR, une partie de la majorité présidentielle, existe, bien sûr. Le PRD s'est fondu sans doute, mais dans la tête de Adrien Ngoueji, le PRD existe, quelle que soit sa forme. On ne peut pas le lui enlever de la tête. Et donc, ça c'est la première réaction qu'on peut avoir. Et fidèle à sa logique de Maître Adrien Ngoueji, depuis 1990, tout ce qu'il a dit là, c'est Ngoueji ça. Ce n'est jamais une constance. La seule constance chez Adrien Ngoueji, c'est l'absence de conflit. Il n'est pas clivant, il n'aime pas les conflits, il n'aime pas l'affrontement. Donc du coup, pendant longtemps, à chaque fois qu'un affrontement doit arriver, c'est le dernier c'est celui qui essaye de quitter le jeu pour éviter l'escalade. Mais il fait la bataille politique. Est-ce qu'il est curieux quand il a écouté, je me suis demandé, est-ce qu'il se rappelle les dates encore? Parce que si on parle d'exclusion, mais le début d'exclusion, si on doit parler d'exclusion comme les démocrates parlent d'exclusion, c'est à travers les lois de 2018, qui étaient des lois consensuelles et auxquelles ils étaient le maître d'œuvre en tant que président de l'Assemblée nationale. Je ne sais pas s'il a oublié. Les lois de 2018, code des partis politiques et code électoral, voté presque à l'unanimité, l'autre à une voix près. C'est ces lois-là qui ont conduit au Parlement que nous avons eu. Et pour aller aux élections, le chef de l'État, Patrice Talon, a dit que ça le dérangeait de constater que ces deux partis qui étaient qualifiés, a demandé au PRD, au président de l'Assemblée nationale, de conduire, c'était février 2019, de conduire une mission pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour que le code électoral soit revu, qu'ils s'entendent, que tant qu'il y a un consensus au Parlement, lui, il marche. Donc, les lois, c'est lui qui a présidé les sessions qui les ont votées. La démocratie est exclusion. On peut pas vouloir faire une chose et son contraire. J'ai écouté Maître Baparapé aussi sur Canal 3, pour ne pas le dire, qui, avec un très bon débat qu'il a mené avec Maître Charles Badou, à la fin dit que lui, c'est un projet politique. Alors, c'est tout ça des amalgames. Que les personnalités politiques soient incriminées et condamnées en procès criminel, ça, on peut par acte. Mais ils sont citoyens comme nous tous. S'ils ne sont pas d'accord, ils peuvent ne pas être d'accord avec le jugement. Mais lorsque des personnalités libres parlent de procès politique, moi je veux qu'on clarifie au moins pour de bon, c'est quoi un procès politique? Et c'est qui est détenu politique? Et qui sont les détenus politiques au Bénin? Dans cette déclaration, le patriarche a laissé entendre que ce sont les conséquences de l'exclusion qui ont conduit à l'affaire de complot contre la sûreté de l'État. Ce qui, à l'interprétation, remet sur tapis la question des ambitions et frustrations dans la réforme du système partisan. Le sujet sous cet angle a été abordé mercredi sur le débat du Forum politique. Un plateau qui a démarré par ce qu'appellent les invités les premières fausses notes de la mise en œuvre de la réforme. La réforme même, au départ, ce qu'elle a voulu nous montrer, c'est que désormais, n'est parti que grand parti. Mais à l'arrivée, les partis ne sont que de petits partis en réalité.
Parce que, à part quelques exceptions, les autres qui ont obtenu leur récépissé, les autres sont des partis qui presque n'existent pas. Et je peux me demander qu'est-ce qui fait la différence entre ces partis-là qui ont été créés et les partis qui existaient avant qu'on amène la réforme. Si on met sur ce côté-là, l'amélioration que nous devions attendre n'est pas au rendez-vous. Il n'y a pas longtemps que l'histoire de leadership est apparue au sein du BR. Rappelez-vous qu'ici, on est sorti pour dire qu'il faut que Biosane quitte la tête du parti politique. Donc, les ambitions ont commencé par s'exprimer comme ça. Peut-être que le calendrier du chef de l'État est autre. Il dit que pour lui, le jeu ne commence qu'à 6 mois des élections. Mais nous avons vu avec certaines manifestations récemment au sein du BR que 6 mois ne suffit pas pour les gens. La réforme du système partisan a encore du chemin à faire. Mais la réforme n'est pas que le nom pour créer un parti. La réforme, c'est comment le parti vit. Et donc, la réforme a dit que le parti doit aller aux élections. Le code a intégré la réforme, a interdit les alliances, a géré le seuil de représentativité. Voilà 2 notions qui sont conséquentes à la réforme et qu'il faut intégrer à la réforme. Lors des législatives de 2019, quel a été le premier problème posé? Déjà, la manière dont les sièges sont partagés. Et dans la foulée, un incident est arrivé, c'est cette affaire de récépissé. Et donc, la Cour constitutionnelle a sorti une décision pour dire, pour aller aux élections, il faut le certificat de conformité imposé, demandé par la loi pour les anciens partis. Ça a créé le premier incident dans lequel le chef d'État a demandé finalement au président de l'Assemblée nationale de conduire un travail des parlementaires pour voir dans quelle mesure on peut régler le problème. Ça n'a pas été réglé. Au moment où la législature la finissait, le président Adrien Ngwedji, il y avait une sorte de blocage. Les présidents d'institutions ont rencontré le chef de l'État en mars. Toutes les institutions de la République, ensemble, pour dire, face au blocage, il faut organiser les élections avec les partis qui sont prêts à aller. Les partis en avaient dit, pour moi, même ça me dérange, que ce soit ceux qui me soutiennent, ceux qui aillent aux élections. Donc, conduisez une action. Il a dit, on me dit a échoué, comité paritaire. Et donc, les présidents d'institutions ont dit, allez aux élections, malgré avec ceux qui sont là, ils sont allés aux élections. Ça a été peut-être le premier faux pas de la réforme. Parce que ça a découlé sur un parlement uniquement de la majorité présidentielle. Et donc, dès lors, tout a été mal apprécié. Donc, depuis ce problème de certificat de conformité a envenimé, a empêché que ceux qui ne le voulaient pas se sont cabrés. Et donc, il fait que maintenant, dans la vie, dans le fonctionnement des partis politiques, naturellement, une fois que c'est créé, naturellement, chacun a ses ambitions. On a fondu des partis. Les gens attendent. Les partis nous ont réélu en 2021. On attend un nouveau gouvernement, on n'a pas eu. Les gens attendent des déploiements, des redéploiements. Ils n'ont pas réussi ça. Et tout ça a fait le nid à une sorte donc de frustration non exposée. Beaucoup de situations qui, aujourd'hui, vers la fin du mandat, ressortent. Pour Agapit Napoléon Bafourécan, quelles que soient les frustrations de l'heure dues à la réforme, le système est suffisamment verrouillé et le pouvoir complètement dévolu au parti. Ainsi donc, malgré tout, la gouvernance pour 2026 émergera des partis politiques. Abordant la survie de la réforme, Georges Anagonou est convaincu que cela dépendra des ambitions des acteurs politiques. L'expert en gouvernance, Joël Ataï-Gedegbe, fera de l'exhortation. Il faut que les acteurs finissent par s'approprier cette réforme pour l'avenir politique du Bénin. Le président Talon est venu avec plusieurs réformes. Il y en a qui, je pense, quel que soit celui qui viendra, de revenir là-dessus, ça va être difficile. Mais il y en a une qui est particulière, c'est la réforme du système partisan. Et qui dépend de la volonté des hommes politiques de chaque époque. Et c'est de ça que nous disons, quelle est la carte politique qui sera reconstituée après 2026? Et cette carte politique-là, quelle sera sa capacité d'agir sur les choses? Est-ce que au premier tournant, ce ne serait pas de revenir sur la réforme du système partisan? En réalité, non, je dis ce qui est dans leur tête. Vous savez, aujourd'hui, même quand vous questionnez les gens qui sont au cœur, qui bénéficient pleinement de cette réforme,
Ils vous diront ce qu'ils pensent et vous allez être surpris. Il y en a qui pensent que, juste après le président Talon, qu'il y aura des bouleversements et que d'autres qui avaient des ambitions aujourd'hui qui sont cachées vont revenir à la charge. C'est de cela qu'il s'agit. Ce qui peut garantir la suivi pour le président Talon, c'est de dire, je quitte le pouvoir, mais je garde toujours la main sur une force politique. C'est-à-dire une majorité qui sera encore fidèle et disciplinée vis-à-vis de moi pour continuer de maintenir les réformes qui sont celles qui peut-être aujourd'hui. Il y a des réformes qui résistent. Hein? Et moi, je pense que le président Talon en a fait plusieurs qui vont résister. Et si vous essayez de les toucher, c'est tout le peuple. Tout le monde que je puisse souhaiter, c'est que après le président Talon, le système partisan puisse cette fois-ci monter réellement. Comment est-ce qu'elle est ancrée dans la tête de l'homme politique béninois? Ce qu'on en ferait en ce moment-là serait spontané et c'est ce qui restera de la réforme du système partisan. Le propre d'un leader est de pouvoir convaincre ceux qui l'entourent, y compris même ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui. Et j'ose croire que ce sera la meilleure victoire du président Talon que de convaincre et non de vaincre. Je ne veux pas l'accuser de vaincre sans péril, mais je pense qu'il est capable d'user encore plus de persuasion pour entraîner davantage d'adhésion sur les efforts qu'il ne faut faire, que doivent faire les ténors de la classe politique et pour édifier quelque chose qui vivent au-delà de leur personnalité. L'une des caractéristiques d'un parti politique est de pouvoir survivre à son leader. Et donc, que ce soit le président Talon, que ce soit le président Ngbeji, le président Yaya Boni et que sais-je encore, c'est de faire en sorte que ces institutions en marche croissent au-delà d'eux-mêmes, de ce qu'ils ont été, de ce qu'ils ont apporté. Ce sera leur fierté, l'histoire leur en sera reconnaissante et on leur souhaite de vivre le plus longuement possible pour être les témoins de cette évolution, les témoins de ces progrès et dont on leur sera redevable parce qu'ils s'y seront engagés avec foi, courage, parce qu'il en coûte parfois d'aller dans ça. C'est parfois se renier, c'est parfois renoncer à soi-même, à une partie de ce à quoi on tient, que d'aller vers ce type de réforme. Et donc, il n'est pas trop tard pour que l'ensemble de la classe politique se convainque de la nécessité de s'approprier l'essence même de la réforme du système partisan. Définitivement, si la classe politique ne fait pas cet effort, elle aura péché contre ce peuple-là. On ne peut pas entretenir cette hypothèque d'un système partisan défaillant, sous-performant. Parce qu'au fond, ça compromet le reste de l'avenir du pays et surtout enlève des perspectives aux jeunes qui viennent. Donc, on doit pouvoir choisir autre chose. On en était là quand la Cour constitutionnelle a rendu jeudi 6 février 2025 sa décision dans le recours qui lui demande avis sur des questions constitutionnelles. Le requérant avait sollicité l'avis de la Cour sur plusieurs questions, dont la question de l'entrée du Bénin dans une nouvelle république après la révision de 2019. Christian Laïndé, en sa qualité de citoyen, demande à la Cour de procéder à une clarification des questions soulevées afin que soit évitée toute interprétation erronée. Dans son rapport, le conseiller rapporteur de la Cour a suggéré à l'institution de déclarer la requête irrecevable au motif que le citoyen ne peut saisir la Cour constitutionnelle que dans des cas de violation des droits humains ou de contrôle de constitutionnalité des lois. La haute juridiction, dans sa décision, a suivi les recommandations du rapporteur et elle a déclaré la requête irrecevable. L'affaire complot contre la sûreté de l'État, notamment les incidents soulevés par les avocats jusqu'à leur déconstitution, la poursuite du procès et le jugement final, ont fait l'objet d'un débat technique sur la chaîne de télévision nationale. Les praticiens du droit ont fait une lecture juridique des exceptions et irrégularités soulevées par les avocats de la défense. L'objectif est d'apprécier si la procédure a suivi toutes les exigences légales. Ce plateau de décryptage visait donc à répondre aux nombreuses questions qui se posent au sein de l'opinion à l'issue de ce procès. Au lendemain du verdict, beaucoup de voix se sont élevées en invoquant un procès expéditif au vu de certains éléments. Les avocats invités sur le plateau devaient donc répondre à 4 questions majeures.
Pourquoi la déconstitution des avocats de la défense n'a pas mis un terme au procès? Est-il légal que la Cour, qui devrait être composée de 5 membres, a jugé les accusés avec 3 membres? Est-ce que les délais de procédure ont été respectés? Et enfin, quelle interprétation faire des suspicions soulevées par les avocats de la défense au sujet de la proximité d'un des membres de la Cour avec le chef de l'État? Réagissant à la question concernant la composition de la Cour, les avocats sont formels. Au vu de leur interprétation des tests, et tels que les avocats de la défense l'ont soulevé avant de se déconstituer, la Cour devrait compter 5 membres. La composition qui a conduit les débats n'est donc pas régulière, mais plutôt collégiale, explique Maître Chalbadou. Vous avez les avocats de la défense, et tout a commencé par là, qui estiment qu'à la vérité, cette composition, qui est une composition collégiale, devait être composée le juge président et 4 juges assesseurs, ce qui fait au total de 5. Oui. La Criette estime qu'à la vérité, elle a toujours fonctionné et pratiqué une formation collégiale de 3 juges, à savoir un juge président et 2 juges assesseurs. Le débat est tout simple. Que prévoient nos tests? Tout à fait, voilà. Simplement. Vous aviez la loi qui modifie l'organisation judiciaire qui date de mémoire du 17 février 2020 en son article 6 qui dit en audience ordinaire, c'est important, en audience ordinaire, la Criette est composée d'un juge président et de 2 juges assesseurs. Et l'article 254 modifié du Code de procédure pénale nous dit qu'en matière criminelle, j'insiste là-dessus, en matière criminelle, la composition de la juridiction, c'est un juge président et 4 assesseurs, ce qui fait 5. Nous avons l'article 19 de la même loi 17 février 2020 qui nous dit que les règles qui s'appliquent à la Criette sont les règles qui s'appliquent, sont les règles qui sont prévues au Code de procédure pénale. À partir de ce moment-là, ma lecture voudrait quand même que on puisse considérer qu'à la Criette en matière criminelle, qu'il y a une composition de 5 juges. Maintenant, c'est un incident contentieux, on l'appelle 320 du Code de procédure pénale, qui veut que ce soit devant la Criette ou devant toute autre juridiction, il nous arrive, nous avocats, n'importe quel juge, de saisir le juge ou devant le juge de soulever son incompétence. Le juge a 2 possibilités. Soit de dire, vous soulevez mon incompétence ou vous soulevez l'irrégularité de la composition. Je vais statuer sur votre incident. Et là, il prend une décision, il rend une décision avant dire droit. Dans ce cas, le juge a joint au fond. Dans ce cas, le juge a joint au fond. A-t-il tort ou raison de joindre au fond? Oui, il a raison de joindre au fond parce que c'est une possibilité, c'est une option qu'il a de statuer sur l'incident ou de joindre l'exception au fond. Surtout que la loi dit, toujours 380, vous ne pouvez faire appel de l'incident contentieux qu'en même temps que la décision de fond. Le juge avait cette possibilité-là. Le juge a exercé son droit de dire je ne rends pas la décision ou je ne connais pas, je ne statue pas, pour être plus précis, sur le contentieux, parce que vous l'avez soulevé, ben je le joins au fond. Continuons les débats. À Maître Baparapé de poursuivre, la composition de la Cour faisant partie du fond du procès, les avocats de la défense avaient bien raison de soulever l'incident. La composition fait partie du fond même du procès. Du fond même du procès, parce que si on dit que c'est 2 personnes qui doivent me juger et que c'est une personne qui est là, mais je ne peux pas l'accepter parce que c'est la loi qui dit que c'est 2 personnes. Donc, à partir de cet instant, si les avocats disent que c'est 3 personnes, c'est 5 personnes qui doivent siéger, on n'a pas dit non, que ça a toujours été comme ça. Donc, il ne faudrait pas donner force à l'erreur et faire de l'erreur le droit en laissant totalement le droit. Et c'est pour ça que les avocats ont soulevé l'incident. Si les autres, dans les autres procès, les autres avocats ont laissé faire, bon, c'est leur affaire. Mais eux, aujourd'hui, ils disent que ça ne doit plus continuer comme ça. Et donc, il faut que vous respectez ce que les dispositions de la loi ont eu à dire pour que nous puissions continuer. Si c'est ça, si ce n'est pas ça, nous, on n'y participe pas.
Venant au doute sur l'impartialité de la Cour, Maître Baparapé pense que le juge n'est pas tenu de faire droit à l'exception soulevée par les avocats de la défense. Son confrère poursuit. Les avocats de la défense, après avoir soulevé leur inquiétude, auraient pu faire la procédure de déportation afin de laisser une trace de leur contestation, ce qu'ils n'ont d'ailleurs pas fait. On peut tout à fait demander à un juge de se déporter, de dire qu'en raison du dossier, en raison des affinités ou des compromissions ou des liens ou de l'intimité supposée, oui. Parce que là, nous sommes dans la supposition. On vous demande de vous déporter. Il appartient au juge d'apprécier, de dire d'accord, je me déporte ou je ne me déporte pas. Le juge ne sait pas déporter. Ça aussi, c'est prévu. Lorsque, malgré votre demande qui ne se déporte pas, vous faites la procédure de récusation. Quand vous soulevez une exception, c'est votre droit. Vous pouvez soulever. Maintenant, le juge n'est pas tenu. Le juge apprécie. Il apprécie, il peut y faire droit, comme il peut dire, bon, pour ne pas bloquer. Parce que, bon, l'avocat est là aussi pour soulever, donc pour faire du dilatoire. Bon, donc, il apprécie, est-ce que l'exception que soulève l'avocat tend à retarder l'issue du procès, si le juge a ce sentiment, donc où il a le sentiment que c'est vrai, c'est fondé, mais il y a une autre intention, bon, il peut joindre l'exception au fond. Et pour faire avancer le procès, quitte à, dans sa décision, revenir alors sur ce que vous avez soulevé, et en première écriture, donc pour dire que, bon, vous avez dit que je suis incompétent, d'accord, je suis d'accord, je suis incompétent, et le procès se termine là. Comme il peut dire, ah non, ce que vous avez soulevé, tel autre article dit, me donne la possibilité de continuer, donc je continue, j'ai joué l'exception au fond, et donc il vous lit la décision au fond. Pourquoi alors la déconstitution des avocats au vu des exceptions soulevées n'a-t-elle pas mis un terme au procès? Les avocats répondent. Nous avons en réalité, sur cette question-là, deux droits en compétition. Le premier droit en compétition, surtout en matière criminelle, c'est, la loi dit, l'assistance de l'avocat est obligatoire. Le second droit, c'est le droit à la continuité du procès, le droit à un procès équitable. Ces droits sont en balance. J'avoue que dans notre code d'ici, ou même dans la pratique judiciaire devant les juridictions, nous n'avions pas encore eu ce cas de figure, où la constitution de l'avocat est obligatoire, les assises ont démarré, et on se rend compte que l'avocat s'est déconstitué et que l'accusé se retrouve sans l'avocat. On ne l'a jamais vu. Donc cette décision va faire jurisprudence, forcément. Mais ce n'est pas inédit sur la terre. Il y a eu la Cour de cassation française qui a rendu au moins 2 arrêts sur la question pour dire que dans ces cas-là, la juridiction de jugement en matière criminelle peut continuer sans qu'on ne puisse dire qu'il y a nullité de la procédure. Sans avocat. Sans avocat. En matière criminelle. En matière criminelle. Pas de manière automatique. Elle a posé 2 contraintes. La première, c'est que le fait qu'il n'y a pas d'avocat ne soit pas imputable au ministère public, ne soit pas imputable à la Cour. Ce n'est pas imputable au président qui juge. On peut continuer sans pouvoir dire qu'il y a nullité de la procédure. Alors, vérifions si nous sommes dans ce cas d'espèce. Est-ce que le fait que dans le dossier qui nous oppose, on n'a pas constitué avocat, est-ce que c'est imputable au ministère public? Apparemment non. Est-ce que c'est imputable à la Cour? Apparemment non également. Puisque des avocats étaient venus, ils se sont déconstitués, puisque aussi que un délai a été imparti pour constituer avocat et ça n'a pas pu se faire dans ce délai-là. Mais vous vous rappelez du procès Hissène Habré ici, au Sénégal, où les avocats se sont déconstitués pour dire que c'est une parodie de procès. Le président de la Cour a ordonné, donc aussi bien au bâtonnier qu'au procureur général, de lui commettre d'office des avocats. On l'a fait, mais ces avocats commis d'office, il les a déconstitués lui-même. Mais le procès a continué. Sauf erreur ou oubli de ma part, le procès Hissène Habré a continué, et puis bon, il a été condamné. Bon, si nous revenons au cas d'espèce, ils se sont déconstitués, on a demandé aux gens de constituer, de leur constituer. Ils disent, nous avons les moyens. À partir du moment où l'accusé dit que j'ai les moyens, donc plus aucune institution ne peut se permettre de leur commettre
d'avocats d'office. Parce qu'en disant que nous avons les moyens, nous n'avons pas besoin d'avocats commis d'office, ça veut dire que donc, ils balisent alors, n'est-ce pas, la commission d'office d'avocats. L'autre argument, ils disent, bon, vous nous dites de constituer d'avocats, mais vous nous informez 24 heures sur 24, par quelle magie nous allons constituer d'avocats. Quid alors de la rapidité du procès? Tant que les procédures ont été respectées, la justice reste maître de son agenda. Il est vrai qu'on a parlé de délai raisonnable. Voilà. Vous comprenez? Mais on n'a pas parlé de délai contracté. Le procès est contre la sûreté de l'État. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas une affaire mince. Donc, dans ces conditions, en principe, rien ne presse pour qu'on se presse. Pour qu'on aille avec méthode, pour qu'on n'ait pas l'impression, n'est-ce pas, que, voilà, on est pressé de prendre une décision. Est-ce que les délais de procédure n'ont pas été respectés? Personne n'a remis en cause les délais de procédure. Bien au contraire, les délais ont été respectés, les recours ont pu être exercés, des réponses aux recours ont été données. Je suis plutôt dans la démarche inverse de dire, si on a pu juger ce procès qu'on dit important dans ce délai-là, il faudrait qu'on s'active pour que tous les autres procès soient jugés dans ce délai qu'on estime raisonnable. On ne va pas blâmer la justice parce qu'elle a fait dans les délais où elle a exercé son ministère assez rapidement, bien au contraire, pour éviter le pourrissement. Bien au contraire, on doit l'inviter, l'inciter à faire de même pour tous les procès et tous les Béninois. Les deux avocats conviés sur le plateau ont fini leur explication sur la décision de la Cour qui condamne le bâtonnier pour violation de la Constitution. Si pour Maître Chalbadou, le bâtonnier n'a pas violé la Constitution, son confrère Maître Aboubakar Baparapé explique que les mouvements de suspension de commission d'office par les avocats n'auraient pas lieu si l'État payait régulièrement les intéressements à eux dus. Au chapitre institutionnel, l'édition 2025 du Hadj est officiellement lancée depuis le 6 février 2025 au Bénin. Cette année, un quota de 2300 pèlerins a été attribué au Bénin tout comme l'année dernière. Le gouvernement prévoit subventionner le voyage à hauteur de 700 millions de francs CFA. Nafissatou Hassani. Depuis 2022, plusieurs réformes sont mises en œuvre pour faciliter le Hadj aux fidèles musulmans. Afin de rehausser et de préserver l'image du Bénin, le gouvernement a pour la préparation de cette année pris de nouvelles mesures. La première des mesures qui a été prise est de sanctuariser le nombre de personnes qu'il y aura par chambre. La seconde chose, c'est le confort à Mina et à Arafat. Contrairement à ce qui s'est fait jusque-là, où nous options pour le package catégorie D, le Bénin, cette année, pour tous les pèlerins, prendra un package catégorie B. Ça se traduit par le fait qu'il y aura une tente de qualité meilleure, une climatisation meilleure également. Il y aura des services supplémentaires qui pourraient être disponibles pour ceux d'entre nos pèlerins qui ont des difficultés de mobilité, pour pouvoir les amener au niveau des différents rites. Il y a les questions de restauration. Cette année, nous avons une cuisine qui est entièrement dédiée au Bénin, qui ne servira que les pèlerins béninois pour pouvoir améliorer la qualité des repas. Les personnes désireuses d'avoir un traitement spécial ne sont pas oubliées. Habituellement, nous avons toujours des demandes, des personnes qui partent d'ici, qui payent cher, qui demandent à avoir des traitements VIP, qui ne leur sont pas garantis. Et cela crée, lorsqu'ils arrivent, des frustrations. Et donc cette année, ce qui a été décidé, c'est qu'il y aura une catégorie premium pour les personnes qui ne souhaitent pas être dans des hébergements avec 4 lits, mais qui veulent être à 2. Pour cette catégorie, nous n'avons que 100 places. Ce sera premier venu, premier servi. Le ministre des Affaires étrangères a par la même occasion dévoilé le coût du Hadj de cette année et la participation du gouvernement pour soutenir les pèlerins. Le prix de revient total du Hadj pour cette année est de 3 908 000 francs CFA. Le gouvernement, dans l'optique de permettre au maximum de Béninois, a décidé de porter la subvention à 300 000 francs CFA par pèlerin, ce qui permet de ramener le coût de la prestation standard pour le Hadj à 3 600 000, donc quasiment pas de changement par rapport à l'année dernière.
y inclut bien entendu les frais d'opération des sociétés du Hajj. Olusegun Adjadi Bakari a insisté sur le rôle et la qualité de l'accompagnement des sociétés agréées. Les sociétés agréées ont un rôle essentiel à jouer dans l'accompagnement, dans l'encadrement des pèlerins. L'année dernière, il y a eu des sociétés agréées qui ont amené des clandestins. Cette année, nous serons intraitables sur la question. Les manquements seront sévèrement sanctionnés parce que c'est une question de respect de la dignité humaine, de respect de la foi de nos compatriotes et de l'image de notre pays. Le gouvernement travaille pour la protection maximale des citoyens béninois. Ainsi, ceux qui essayeront d'aller inscrire des pèlerins béninois sur des quotas de pays voisins, il faudrait être clair, nous allons communiquer là-dessus. Le Bénin n'offre la protection qu'aux Béninois qui voyagent dans le quota du Bénin. Il y aura tout un travail de sensibilisation qui sera fait là-dessus. Chaque Béninois qui souhaite faire le Hajj doit passer, il y a une plateforme unique, c'est la plateforme Aglo. Les seuls qui sont habilités à enregistrer les pèlerins, ce sont les sociétés agréées au niveau du Bénin. Le Hajj est le 5e pilier de l'islam et l'un des rituels islamiques que le Royaume d'Arabie Saoudite organise chaque année. Combien a réellement coûté la réalisation du boulevard de la Marina? Une question qui s'est imposée au lendemain des critiques du secrétaire national à la communication du parti Les Démocrates. Guy Tokpe ne comprend pas comment un axe de 5,8 km puisse coûter 35 milliards de francs CFA. Apportant la vraie information à l'opinion, le ministre conseiller aux infrastructures annonce que l'artère a plutôt coûté un peu plus de 37 milliards et il s'explique. Affirmer que le gouvernement de Patrice Talon a réalisé 5,7 km de route à 35 milliards, c'est faire preuve de méconnaissance des règles élémentaires qui déterminent les marchés publics. Parce que je suppose que le porte-parole de ce parti a dû emprunter une fois ce boulevard-là, parce qu'il a dit que c'est l'infrastructure la plus appréciable. Ce sont ces mots que le gouvernement a réalisés. Ça veut dire qu'il a dû constater sur le terrain que ce boulevard n'a pas été réalisé en une fois deux voies ou en deux fois une voie. Si vous prenez le boulevard, vous allez voir que la section la moins large est de 2 fois 2 voies. Nous avons des sections de 2 fois 2 voies. Nous avons des sections de 2 fois 3 voies. Nous avons des sections de 2 fois 4 voies. Je pense que les téléspectateurs comprennent ce qu'on appelle 2 fois 2 voies. Quand on dit 2 fois 2 voies, ça veut dire que vous pouvez avoir 2 véhicules côte à côte dans un sens de circulation et 2 véhicules côte à côte dans l'autre sens de circulation. 2 fois 3 voies, ça veut dire qu'on peut avoir 3 véhicules côte à côte 2 fois, disons 6 véhicules côte à côte sur la route, 3 allant dans un sens et l'autre allant dans le sens contraire. Ce qui suppose qu'il doit comprendre qu'au lieu de parler de 5,7 km, en réalité de 5,8, mais ces 5,8, il faut pouvoir les démultiplier. Et nous, quand on fait le calcul, on voit plutôt que la route, sa longueur développée, si elle avait été aménagée en 2 fois 1 voie ou en 1 fois 2 voies, elle aurait mesuré 19 km 395. Donc, j'explique à ce parti politique-là que le linéaire global de cette route, même si apparemment elle est de 5,7 km, en réalité 5,8, elle est de 19,395 km. Maintenant, il parle de 35 milliards. Ce n'est pas 35 milliards de francs CFA. C'est plutôt 37. Je lui ajoute 2 milliards de plus. C'est plutôt 37 milliards 739 millions 434 000 140 francs CFA TTC.
Et si ce parti politique était un parti de gouvernement, il aurait compris que dans ces 37 milliards-là, il y a 18% de TVA qui reste dans les caisses de l'État. Il y a 1% d'enregistrement qui reste dans les caisses de l'État et 0,5% de taxes sur les marchés publics qui restent également dans les caisses de l'État. Lorsque nous enlevons tout ça des 37 milliards, nous trouvons une valeur de 30 milliards 380 millions 244 483 francs CFA hors taxe. Et c'est ça qui est le montant le plus significatif. Parce que tout ce qui est au-dessus de ce montant reste dans les caisses de l'État. Et dans ces 30 milliards 380 millions et quelques, il y a 1 milliard 120 millions 26 976 francs CFA qui ont été payés au cabinet qui a effectué le suivi et le contrôle des travaux. Et il y a également 98 millions 553 554 qui constitue le montant payé au cabinet qui a fait l'audit du projet. Parce qu'un projet, ça s'audite. Si bien que globalement, les 19 à peu près 20 km de route dont il parle, qu'il confond à 5,8 km, est plutôt de 29 milliards 161 millions 663 957 francs CFA, ce qui donne un coût moyen au kilomètre de 1 milliard 503 millions 566 000, soit 11 francs CFA. La clôture du port de Cotonou, l'aménagement paysager ainsi que l'éclairage public sont contenus dans le projet, poursuit Jacques Ayadji. Mais lorsque vous prenez le boulevard, vous ne voyez pas que la route. Vous voyez les trottoirs. Vous voyez, comment on appelle, l'aménagement paysager. Et vous voyez également que la route est réalisée de nu à nu. D'accord? Lorsque vous regardez à votre droite, la clôture, l'aménagement commence par là. Vous regardez à votre gauche, la clôture du port, l'aménagement. Donc, tout cet espace-là a été aménagé sur toute cette longueur-là. Je pense que si la réflexion était faite dans l'honnêteté, ils auraient compris que la route n'est pas chère. Parce que nous sommes dans un environnement urbain. En dehors de la route, il y a l'assainissement. Si vous voyez ce que, je n'ai pas voulu aller dans les détails, parce que je sors tout ce qu'a coûté l'assainissement de cette voie-là, tout ce qui a coûté l'éclairage public, tout ce qui a coûté la signalisation verticale dans ces 29 milliards, vous allez voir que ça sera d'autant plus dégraissé. Et je voudrais demander à ces personnes-là de savoir raison garder. Je sais que quand on est à un bilan aussi élogieux pour un régime dans le domaine des infrastructures, il y a de quoi se sentir un peu dans la dépression. Et donc quand on est dans la dépression, eh bien on peut se mettre à dire des choses qu'on lance dans l'opinion, mais qui n'ont aucune valeur. Dans un autre registre, depuis quelques années, le programme des cantines scolaires lancé par le gouvernement contribue réellement à améliorer l'accès à l'éducation et à favoriser la rétention des apprenants dans les salles de classe. Cependant, ce programme, bien qu'efficace, se heurte à un phénomène inquiétant, les vols de vivres destinés aux enfants. Face à cette situation, l'Autorité nationale de nutrition a pris des mesures strictes pour garantir la sécurité des vivres. Depuis 2017, le gouvernement béninois a lancé un programme de cantine scolaire avec pour objectif l'augmentation du taux de scolarisation, le renforcement de l'assiduité des enfants. Cependant, des incidents de vol de vivres ont été signalés. Face à cette situation, des mesures concrètes sont prises pour garantir la sécurité des denrées destinées aux écoliers. Le directeur général de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition expose quelques-unes. Et la première, c'est que nous avons désormais un cadre de collaboration avec la police républicaine, avec comme point focal le directeur général adjoint de la police républicaine. La deuxième mesure, c'est de dire que tout citoyen
qui est témoin de cas de vol de vivres dans nos écoles peut saisir la police républicaine qui doit prendre action à la place de l'État pour que les vivres volés, on puisse poursuivre ceux qui sont coupables de ces cas de vol ou de malversation. La troisième mesure, c'est que toutes les unités de police dans nos régions ont été instruites par leur hiérarchie pour traiter avec diligence tous les cas de vol ou de cambriolage de vivres qui leur sont signalés. Et la quatrième mesure, les unités ont été aussi, notamment les commissaires de police, instruits pour faire des visites de routine dans les écoles et pour s'auto-saisir des cas de malversation éventuelle qui pourraient être constatés dans le cadre de la gestion des programmes de cantine scolaire. Au nom de la police républicaine, Éric Yerima réaffirme son engagement à mettre un terme définitif au cas de vol de vivres destinés aux enfants. La Direction générale de la police républicaine réaffirme son engagement indéfectible à œuvrer aux côtés de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition afin de donner un coup d'arrêt décisif à ces cas de cambriolage. Dans la même veine, je tiens à rappeler que compte tenu de l'importance de ce programme, il est important que chaque citoyen joue pleinement son rôle en dénonçant toute velléité de cambriolage ou de soustraction frauduleuse de vivres destinés aux cantines scolaires. L'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition, en collaboration avec la police républicaine, renforce leurs efforts pour garantir la sécurisation des vivres des cantines scolaires. L'autorité de régulation du secteur de la santé, appuyée par le Bureau de l'Organisation mondiale de la santé à Cotonou, a organisé une conférence de presse conjointe sur l'établissement d'un écosystème sanitaire conforme aux normes de sécurité les plus rigoureuses. Un projet qui vise à renforcer la sécurité des patients dans les hôpitaux et par là même offrir des soins de qualité. Conférence de presse conjointe de l'ARS et de l'OMS sur la sécurité des patients. Organisée par l'autorité de régulation du secteur de la santé et appuyée par le bureau de l'OMS, l'initiative vise à doter les professionnels de la santé de compétences pratiques en matière de sécurité des patients. Le dispositif pour la sécurité des patients que l'ARS met en place dans l'écosystème contient une composante qui permet d'obtenir des professionnels de santé qu'ils fassent une déclaration de toutes les erreurs qu'il pourrait y avoir. En sachant que cette déclaration n'est pas faite pour les identifier ou les punir, mais elle est faite pour qu'on apprenne comment les corriger et que les modalités de correction qui sont le plus souvent en lien avec des réorganisations des soins soient mises en évidence et diffusées dans tout l'écosystème pour que l'erreur arrivée dans l'établissement A ne se répète pas. Le représentant résident de l'OMS au Bénin, dans son intervention, salue le leadership du Bénin pour son investissement dans les ressources nécessaires pour faire face à la problématique de la sécurité des patients. Je dois avouer qu'avec la visite qu'on vient de faire au Centre national hospitalier universitaire, les efforts qui ont été faits pour améliorer la qualité des soins dans cet hôpital, et la mise en place du dispositif renforcé de sécurité des patients, les progrès qui sont faits sont à féliciter et encourager les autorités sanitaires de cet hôpital et de toute la nation à aller de l'avant et probablement de répliquer les efforts qui sont faits avec succès au CNHU dans toutes les structures de santé de ce pays pour que les choses continuent à aller mieux et que l'amélioration de la qualité soit en fait réel un peu partout dans ce pays. Ce projet s'inscrit dans la continuité des efforts déployés pour améliorer la qualité des soins au bénéfice des usagers du système de santé. Et on finit avec les décisions prises en Conseil des ministres ce mercredi 5 février 2025. Le gouvernement a décidé d'indemniser les personnes affectées par le projet de construction du nouveau port de pêche de Cotonou. Cette résolution intervient dans le cadre de la création et du développement d'un pôle de commercialisation des produits de mer dans cette zone. De même,
La création de la société d'exploitation du complexe hôtelier de l'Atlantique SA a été actée. Création de la société d'exploitation du complexe hôtelier de l'Atlantique SA et approbation de ses statuts. Dans le cadre des investissements structurants engagés afin de positionner le Bénin comme une destination touristique de premier plan en Afrique et dans le monde, un accent particulier a été mis sur le développement d'une offre hôtelière de standing international, de même que l'amélioration des capacités d'accueil. À cet effet, le projet de construction d'un complexe hôtelier de référence au sein de la Marina de Ouidah a été entrepris. Il comprendra un hôtel de catégorie 4 étoiles d'une capacité de 130 chambres, 2 restaurants, un bar, un café et une piscine. En vue de préparer dans les meilleures conditions sa mise en service prévue pour 2026, le gouvernement a décidé de créer la société d'exploitation du complexe hôtelier de l'Atlantique dont les principales activités seront la définition et le suivi des objectifs d'exploitation ainsi que l'identification des leviers de développement et d'attractivité, la gestion des aspects techniques, commerciaux et administratifs liés à l'exploitation, la définition des cahiers de charges d'exploitation et le suivi de la performance des opérateurs, la structuration et le suivi de la gestion locative, recherche de partenaires, contractualisation, estimation de la valeur locative et révision des loyers, recouvrement, etc. La gestion de l'entretien et des réparations des biens mis en location. La gestion contractuelle des partenaires intervenant dans le complexe hôtelier, portage de contrats de travail et de services. Le Conseil y a marqué son accord et a adopté par la même occasion les statuts de la dite société. Au titre d'autres mesures normatives, figurent les décrets portant transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi portant modification de la loi numéro 2022-11 du 27 juin 2022 portant statut des magistrats de la Cour suprême et de la loi numéro 2022-06 du 27 juin 2022 portant statut des magistrats de la Cour des comptes. Approbation des statuts modifiés de l'Agence de développement des arts et de la culture ainsi que de l'Agence béninoise pour le développement du tourisme. Au chapitre des communications, en point 1, indemnisation des personnes affectées par le projet de construction du nouveau port de pêche de Cotonou. Ce projet consiste à reconstruire sur un domaine de 8 hectares, 39 ar, 97 centiares, 6 au quartier Hulakoji, des installations modernes de pêche artisanale et semi-industrielle intégrant la transformation des produits de pêche. Ces investissements visent la création et le développement d'un pôle de commercialisation des produits de mer dans cette zone. Sa réalisation sur cet espace impacte des propriétés privées se trouvant dans son emprise. Aussi, à l'issue de l'évaluation qui en a été faite, le Conseil a-t-il autorisé qu'il soit procédé à l'indemnisation des personnes affectées. En point 2, contractualisation avec le groupe Hilton Worldwide Managed Limited pour des missions d'assistance technique hôtelière et de gestion de l'hôtel Hilton Cotonou. Pour rappel, le Conseil des ministres avait déjà autorisé, en sa séance du 11 septembre 2024, les travaux de rénovation du dit hôtel situé au cœur de la ville de Cotonou, près de l'esplanade de l'Amazone et en bordure de l'océan. Le présent partenariat avec ce groupe induira notamment l'augmentation de la capacité d'accueil en offre de haut standing avec environ 200 chambres, le renforcement de l'attractivité du Bénin pour l'organisation de conférences internationales grâce aux salles de réunion modernes et au business center de l'hôtel, la captation d'une clientèle internationale ayant une préférence pour le groupe Hilton, la création de plusieurs centaines d'emplois directs et autant dans les secteurs connexes. Les ministres concernés accompliront les diligences nécessaires à la formalisation du partenariat et veilleront à sa bonne exécution.